ce soir, nous accueillons Valérie Belin. Donc un grand merci de venir nous présenter ton travail. Quoi vous dire pour présenter Valérie? Moi, j'avais envie de vous parler un peu du contexte des années 80 par rapport à la photographie. Parce qu'on a un peu tendance à oublier. Aujourd'hui, vous avez des salons, vous avez des galeries d'art qui présentent de la photographie. On a l'impression que la photographie, finalement, a toujours été présente, en tout cas en France, depuis très très longtemps. En fin de compte, la photographie, dans les années 80, elle n'existait quasiment pas. Ça peut paraître bizarre, mais la première galerie photo parisienne de photographie, c'est Agathe Gaillard vers l'île de la Cité, et l'ouverture, je crois, c'est 1975. C'est-à-dire qu'avant 1975, vous n'aviez pas de galerie photo à Paris. Et ce que l'on trouvait en 1975 chez Agathe Gaillard, c'était ce qu'on appelle les photographes humanistes, c'est-à-dire Cartier-Bresson, Brassailles, Douaneau, Kertész, et c'était de la photographie noir et blanc, et de la photographie en 30-40, donc des petits formats. La photographie en 1975, c'était ça. Et il faut attendre les années 80 pour découvrir une autre photographie qu'on va appeler plasticienne, une photographie en grand format, et dont les représentants, c'était Boltanski, qui expose actuellement, Cindy Sherman, que vous connaissez sans doute, Paul Armanget. En tout cas, tout le monde découvrait la photographie plasticienne, et ça, c'était début 1981. Donc finalement, ça fait 40 ans. 40 ans que cette photographie plasticienne commence à émerger. Et puis, on a quand même du recul, puisque là, ça va être 30 ans de production de séries, que va nous présenter Valérie Belin. Et donc, ça va nous permettre de voir aussi comment se construit un parcours, une œuvre, un travail cohérent. Donc voilà. Merci François pour cette introduction quasi exhaustive. J'ai plus rien à dire, c'est super. Je suis sortie de l'école des Beaux-Arts de Bourges en 87, où j'ai eu le DNSEP, donc Diplôme national d'expression artistique. Et à l'école, déjà, j'ai travaillé la photographie essentiellement et non pas la peinture ou la sculpture. Donc dès le début, c'est la photographie qui a été mon médium de prédilection, et dès mes études à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, il faut vous dire aussi que j'avais des professeurs qui étaient très attachés à des grands mouvements artistiques, qui étaient notamment des mouvements qui rejetaient tout ce qui était lié à l'expressivité du geste de l'artiste, à la narration, au pathos, pour des formes d'art extrêmement minimales. D'ailleurs, ce qui a donné le nom à un grand courant d'art qui s'appelle l'art minimal américain, que vous connaissez sans doute. Et donc j'avais des enseignants qui nous ont finalement insufflé cette espèce de tabou sur la représentation, sur la narration, sur l'expressivité, sur voilà, toutes ces notions qui étaient finalement des notions tabous. Voilà. Par ailleurs, ces enseignants aussi nous ont beaucoup montré l'art baroque italien. Et je dirais que finalement mon travail est issu un peu de ces deux grands courants que sont l'art baroque italien et l'art minimal américain. Donc d'un côté, une sorte de réduction de la forme à un protocole très strict, très défini, un aspect sériel également. Et puis de l'autre côté, une attention à l'illusion, à la théâtralité, aux détails, aussi à la séduction. Toutes ces notions finalement qui restent des notions très importantes tout au long de mon parcours. Donc ici vous avez effectivement la première série que j'effectue. Je suis dans les grands magasins et je photographie avec un petit Nikon 24-36, en argentique évidemment, à l'époque le numérique n'existe pas, en noir et blanc, avec des films noir et blanc. Je photographie des objets en cristal qui sont dans les devantures des boutiques. Donc j'ai un trépied, je suis en pose longue, et ce qui m'intéresse dans ces endroits, comme vous le voyez, c'est l'espèce d'équivalence entre ce qui se passe
à l'avant-plan, c'est-à-dire l'objet, et ce qui se passe derrière. Ce qui fait qu'il y a une espèce de confusion des plans au profit d'un effet de all-over, comme ça, un peu à la Pollock, hein, si vous connaissez ce peintre évidemment, qui annule l'effet de profondeur. Donc, et dans mon travail, comme vous allez le voir, tout se passe très en surface, à la surface des choses ou à la surface des gens que je photographie, à la surface de la peau. Voilà, cette notion de la surface, elle est déjà très importante dès mes premiers travaux. Alors, à l'époque, ce qui fait la photographie, c'est principalement la matière des objets. Donc, en l'occurrence, des objets ici qui brillent, qui renvoient la lumière, qui sont des capteurs de lumière. Et finalement, qui sont aussi pour moi un moyen de faire des portraits. Mais pas des portraits de gens, puisque là encore, comme je vous le disais à l'instant, il y avait ce tabou sur même sur la représentation, hein, sur la figuration en quelque sorte. Donc il était très compliqué pour moi de photographier des personnes qui pourraient s'éloigner de l'abstraction pure de l'image. Donc ces objets sont comme des métaphores d'un corps qui serait traversé par la lumière et dont l'aspect luminescent me permet une forme d'abstraction. Donc après les verres, je suis à Venise, à Murano, sur l'île de Murano, et je découvre un lieu au hasard de mes repérages où en fait c'était une sorte de comment ça s'appelle, un showroom chez un miroitier. Les murs étaient noirs et il y avait une multitude de modèles de miroirs qui étaient accrochés sur les murs. Donc j'avais déjà ce phénomène de réflexion dans un miroir des autres miroirs. Donc ça, je ne le créais pas. Il existe déjà dans le lieu que je trouve parce que je le cherche. Voilà. Donc je n'ai pas créé, évidemment pas en post-production, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage numérique a posteriori, tout se fait à la prise de vue. Je suis en film noir et blanc, toujours avec mon petit 24-36. Et je suis dans ce showroom, sur un trépied, avec un déclencheur souple très long, de manière à ce que je m'éloigne de l'appareil pour qu'on ne voit pas mon reflet dans tous ces miroirs. Et cet objet est pour moi un moyen d'évoquer l'humain, puisqu'un miroir, en général, ça reflète quelqu'un. Sauf que là, le miroir ne reflète que lui-même, jusqu'à une forme d'absurdité ou d'abstraction, encore une fois, qui annule l'effet narratif du miroir. C'est aussi un objet narcissique, le miroir, qui se reflète lui-même à l'infini. Il y a une sorte de mise en abîme de l'objet miroir, là encore jusqu'à une forme d'annulation du sens, hein, finalement. Et il devient un objet purement décoratif, purement presque vide. Et donc ici, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a plus des photographies des spectres lumineux des objets que des photographies d'objets à proprement parler. Après, toujours ce souci pour moi de me rapprocher de l'humain par des chemins détournés. Je photographie des carcasses de viande dans les marchés de Rungis, donc dans les chambres froides de Rungis. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une correspondance formelle entre ces entrelacs de morceaux de viande et mes premières photographies d'objets en cristal, puisque finalement, là, vous avez la même répétition du même motif dans tous les plans de l'image, ce qui fait qu'on a la même sensation d'un all-over, d'une image sans profondeur et d'une recherche d'abstraction. Ce que je photographie évoque directement notre propre corps, l'étude d'écorché, et donc finalement, ce sujet, pour moi, il n'est vraiment pas anodin. Il est très significatif de mon souci, de ma quête d'accéder à une figuration de l'humain. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, comme mes objets en cristal sont comme des portraits,
étaient comme des portraits, hein. On avait un seul objet, comme ça, de face, comme un visage, en fin de compte. Ici, on a la sensation à la fois d'une chose morte, inerte, mais aussi d'une chose vivante, parce que le noir et blanc et cette espèce de composition très caractéristique dans ces chambres froides fait qu'on a une sorte d'illusion de mouvement ou d'illusion de vie qui se crée grâce au noir et blanc et grâce à la composition et à l'entrelac de ces morceaux de viande. Donc là, c'est l'aspect baroque, on pourrait dire, qui fait surface, enfin qui se manifeste, puisque on peut dire d'une certaine manière que l'art baroque, c'est aussi l'art de l'illusion, de la théâtralité. Voilà, je pense aux sculptures du Bernin, par exemple, qui donnent vraiment l'illusion du vent, du mouvement, de la vie. Et bien là, c'est un peu la même chose, finalement. Donc, à la même époque, on est en 97, je photographie des carcasses aussi, mais des carcasses de voitures, qui, elles également, peut-être à un degré légèrement supérieur, évoquent l'humain, puisque ces voitures ont été habitées. Il y a un habitacle qui est vide dans les photographies, mais qui est néanmoins très signifiant. Alors, il faut vous dire que ces photographies sont faites, comme les précédentes, en lumière ambiante. Il n'y a pas de lumière rapportée comme des flashs ou des choses comme ça. Là, c'est par un temps de grand soleil, de manière à ce que tous les éclats sur la voiture brillent. Il fallait aussi que la voiture soit de couleur foncée pour que le contraste entre les brillances et la teinte de la voiture provoque de forts contrastes avec le noir et blanc. Je suis sur une grande échelle, donc en plongée sur l'objet, qui est un point de vue évidemment qui n'est pas un point de vue documentaire sur l'objet. Il y a un effet de relèvement à la verticale du plan qui les transforme en sculpture. Si vous voulez, la photographie ici n'est pas envisagée de façon réaliste. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été dans mon travail, elle ne le sera jamais après, comme vous le verrez. Et tout ça, c'est lié à des choix qui sont faits au moment de la prise de vue, notamment, des points de vue, des focales, des lumières, des cadrages, qui vont provoquer une transformation du sujet. Notamment une transformation dans une chose extrêmement bidimensionnelle, donc en 2 dimensions. Donc les inscriptions qu'on peut voir sur les tôles sont des inscriptions des assureurs. Il n'y a aucune mise en scène de ma part, sauf celle de choisir les voitures, de les placer donc dans le bon angle par rapport à la direction du soleil, de les isoler des autres voitures, puisqu'elles sont entassées les unes sur les autres. Donc tout ça, évidemment, c'est beaucoup de négociations avec les gens qui travaillent sur les lieux. C'est toute une enquête qui est menée auparavant pour trouver les bons lieux, pour trouver les bonnes personnes, pour les convaincre que je peux faire ces photographies, que c'est bien que je le fasse. Et pour ce faire, évidemment, c'est un long processus qui dure plusieurs mois. Pour la petite histoire, j'ai eu l'idée d'aller dans un salon de développement durable, enfin à l'époque ça ne s'appelait pas exactement comme ça, porte de Versailles, où j'avais repéré qu'il y avait pas mal de boîtes qui se vantaient de recycler les déchets automobiles. Et donc j'ai contacté une grande société qui avait des casses automobiles un peu partout en France, et ils ont accepté de me laisser travailler. Et j'ai été principalement dans une des plus grandes casses qu'ils avaient dans le nord de Paris, enfin dans le nord de la France plutôt, faire les photos. Ce qu'on peut dire aussi de ces photographies, c'est que ce que je photographie finalement, on pourrait dire que c'est mortifère, que c'est morbide, mais en fait non. Pourquoi non? Parce que, comme pour les viandes, ce qui est transmis par la photographie, c'est aussi l'énergie du moment de l'accident, c'est-à-dire cette espèce d'énergie énorme du choc de l'accident. Puisque ce que vous voyez sur ces tôles, sur ces pare-brises, c'est uniquement le choc de l'accident. Donc finalement, j'arrive à mon but. 1 an après, je décide de photographier des bodybuilders, qui sont des humains, mais des humains dans un entre-deux, entre l'objet et l'être vivant, entre la sculpture
et l'être de chair. Et donc pour moi, ils sont parfaits parce qu'ils me permettent comme ça une espèce de transition, en tous les cas, ils me permettent d'aborder l'humain venant d'où je viens. Et comme vous pouvez le voir, la photo montre également qu'ils sont transparents, comme les objets en cristal. On voit à travers eux. Ils sont brillants, comme les objets en cristal, comme les voitures. La seule différence, on pourrait dire, c'est qu'ils se découpent tout d'un coup sur un fond blanc, alors que toutes les photographies que vous avez vues avant sont dans une espèce d'équivalence des valeurs sur toute la surface de l'image. En fait, j'ai eu cette idée en achetant des journaux à l'époque de fitness dans une gare. J'étais à Grenoble, je revenais d'une petite exposition de groupe que j'avais fait avec les miroirs. Et comme souvent, en cherchant, je regarde des magazines, j'achète des magazines, et puis tout d'un coup, je suis tombée sur une couverture avec un bodybuilder en couverture. Et j'ai eu une sorte de flash comme ça, je me dis, ah ouais, mais c'est intéressant ça. Et j'ai donc regardé les petites annonces qui annonçaient des compétitions, et j'ai été sur les compétitions, et là j'ai trouvé des spécimens intéressants. Donc ils posent après leur show, donc ils sont préparés depuis 6 mois à cette compétition. Ils sont, là encore, je n'interviens pas sur leur apparence, ils sont donc enduits d'un fond de teint très foncé. Ils se mettent également de l'huile de manière à briller. Tout ça fait en fait qu'ils sont très contrastés en noir et blanc, très brillants. Et ils font ça parce qu'en fait on voit mieux le relief des muscles sur une peau sombre et brillante, en fait, pour le jury. Alors, ce que ces photos montrent, par exemple cette photographie est assez significative, c'est qu'on a l'impression que la tête n'appartient pas au corps. Pourquoi ? Parce que je leur ai demandé d'adopter la pose où ils contractent tous les muscles de leur corps en même temps, ce qui est très difficile, et en général, ils grimacent en faisant ça, comme celui-ci qui grimace encore un peu. D'ailleurs, cette photo, je ne l'aime pas. Je l'ai gardée parce qu'il m'en fallait 5, c'était un minimum dans la série. Mais pour moi, les photos les plus intéressantes, c'est les photos où ils arrivent à ne pas grimacer au niveau du visage, ce qui provoque cette espèce d'étrangeté, comme si ce visage n'appartenait pas au corps. Et pourquoi c'est étrange et pourquoi ça m'intéresse ? Parce que c'est signifiant de ce qui m'intéresse chez eux, à savoir le fait que ce sont des gens qui sont dans une forme d'aliénation à eux-mêmes, de par l'espèce d'hypertrophie des muscles qui font qu'ils n'ont plus véritablement de vie, autre que celle d'entretenir leurs muscles. Donc finalement, ce sont des humains, oui, mais des humains déjà dans une forme d'absence, là encore, ou de vide, de vacuité en tous les cas. 1 an après, je photographie des jeunes mariées marocaines, là encore durant les mariages. Donc, comme vous le voyez, je suis en plein contexte, je suis sur des compétitions, je suis dans des mariages marocains, mais ma photo est totalement décontextualisée, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du contexte. Et ça se fait donc par la mise en place d'un mini-studio. Donc j'ai un fond blanc que j'amène sur place. Cette fois-ci, j'utilise des flashs parce que je suis dans des endroits où il n'y a absolument pas de lumière, dans des salles des fêtes ou dans des gymnases, des choses comme ça. Et donc je suis obligée d'amener ma lumière. Et pour moi, cette série des mariées marocaines, elle est un petit peu l'équivalent des bodybuilders, sauf que les muscles ici sont remplacés par la robe et opèrent la même disparition du corps au profit d'une sorte ici d'aplat décoratif que constitue la robe, une fois photographiée. Et chez les bodybuilders, il y a aussi vous voyez cette espèce de correspondance entre la masse des muscles, qui est une espèce d'ornement sur le vrai corps. Ici, c'est la robe qui
constitue l'ornement sur le vrai corps de la mariée. Sauf qu'ici, la différence, c'est que le visage fait partie du décor, est vraiment un des éléments du décor, et que c'est un visage de femme. Ce qui, évidemment, provoque une différence par rapport à la série précédente et augure des séries de portraits que je ferai par la suite qui vont principalement se concentrer sur des visages féminins. Donc ces photographies, elles sont faites à la fois en France et au Maroc. Sauf qu'au Maroc, ça a été très compliqué parce qu'il y avait un tabou sur l'image très très fort. Et quand j'arrivais avec mon appareil photo dans les mariages, la plupart du temps, j'étais renvoyée très rapidement. Ou bien il fallait que je paye les gens énormément de manière à ce qu'ils me laissent faire des photographies. Ce que j'ai fait, évidemment. Je n'ai ramené d'un voyage d'un mois, je n'ai ramené qu'une seule image. Enfin, j'en ai ramené d'autres, mais qui n'étaient pas intéressantes. Je n'ai gardé que cette image-là, que vous voyez, qui est une photographie que j'ai faite à Fès. C'est une robe typique de Fès. C'est une fessiya, qui est très difficile à faire et que je n'aurais jamais pu faire en France. À l'origine de ce projet, il y avait juste l'idée de photographier des mariées, mais pas des mariées marocaines. Donc au départ, j'ai posé des petites annonces dans les boutiques de robes de mariée, donc chez Tati Mariage, etc., en disant « Photographe, réalise gratuitement les photos de votre mariage, appelez Valérie Belin, hôtel numéro 1 ». Il y a une mariée marocaine, une jeune marocaine qui m'appelle, c'était elle, et qui me dit « Voilà, moi je suis marocaine, est-ce que ça vous intéresse ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr ». Et j'ai découvert, en fait, donc par une sorte de hasard, ces robes qui m'ont évidemment énormément séduite parce qu'elles me rappelaient les motifs décoratifs de mes miroirs, elles me rappelaient le contraste noir-blanc que j'avais sur mes sujets auparavant, et puis elles étaient directement en relation avec la série que je venais de terminer, qui était celle des bodybuilders. Et à partir de ce moment-là, je n'ai recherché que des mariages marocains et que des robes qui provoquaient cet effet abstrait dans la photographie. Alors après les mariés, j'ai eu envie d'enlever la robe pour me concentrer sur les visages. Et j'ai réalisé, donc là on est en 2001, j'ai réalisé cette série de portraits de femmes noires, ce sont des jeunes femmes que j'ai trouvées que j'ai cherchées plus exactement dans la rue. Donc c'est une sorte de casting sauvage dans la rue, mais principalement dans le métro à Châtelet-Les Halles, qui à l'époque était une station qui brassait, qui d'ailleurs toujours brasse énormément de population. Et comme vous le voyez, là encore, le noir et blanc provoque un effet d'abstraction, un effet qui déréalise mon sujet, ça n'est pas une photographie réaliste, qui transforme ces visages en visage-objet ou en sculpture, par des moyens extrêmement minimaux, puisqu'il s'agit uniquement d'un passage en noir et blanc, le choix d'un objectif et le port d'un t-shirt blanc que j'ai acheté moi-même parce qu'il fallait qu'il ait la forme adéquate, de manière à provoquer cette découpe qui provoque un effet de buste comme ça. Alors là encore, ce qu'on peut dire, c'est que mon travail va consister, quand je photographie des gens, à leur enlever de la vie pour les transformer un peu en objets, on pourrait dire, comme c'est le cas ici. Sauf que, et quand je photographie des choses, c'est comme si je voulais les rendre vivantes, en leur donnant comme ça une espèce d'énergie liée à l'idée de vie que ces objets, en réalité, n'ont pas forcément, comme les miroirs, comme les verres, ou comme vous le verrez par la suite, d'autres sujets. Donc ici, j'ai à la fois une photographie quasi anthropométrique qui schématise mon sujet, donc qui lui enlève un côté vivant, mais par ailleurs, l'importance de la peau, ici, dans la texture de la peau, est tellement importante dans la photographie qu'elle est transmetteuse de vie. Et c'est ça qui fait que je me situe toujours dans un entre-deux, entre le vivant et le non-vivant. Ici, par la peau, en fait, par ce contraste entre la schématisation, la sculpture et la vie transmise par la peau. En 2003, mon travail va
va opérer un tournant. Tout ça est très intuitif, hein. Ce n'est pas des choses qui sont préconçues, c'est très pragmatique. Je n'ai pas une idée préconçue de ce que je veux faire. En général, j'ai une vague idée, une vague intuition. Et mon travail va consister à chercher à vérifier mes vagues hypothèses en me confrontant à la réalité des choses, des objets et des objets photographiés. Donc là, j'ai la vague idée de photographier des mannequins de vitrine en plastique. Je fais quelques photos dans le quartier du Sentier, qui à l'époque était encore foisonnant de grossistes, de mannequins. Mais rien ne se passe de très intéressant, jusqu'au jour où un des grossistes de cette boutique me dit « Ah, mais vous devriez photographier des mannequins de la marque Rutstein. Ce sont des mannequins qui sont en fait une sorte le Rolls-Royce du mannequin réaliste. Vous allez voir, ça n'a rien à voir à ce que vous voyez ici, ça va vous intéresser. » Donc je cherche ces mannequins, je tombe sur le représentant en France, je vais à Alfortville, où ils gèrent tous les stocks, etc. Et dans les entrepôts où sont stockés tous ces mannequins, je commence à faire des photos. Ces mannequins sont effectivement incroyables parce qu'elles sont moulées sur des vraies femmes. Donc c'est déjà des photos en 3 dimensions. Et donc, une fois photographiées en noir et blanc, l'illusion du vivant est assez fort. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'adopte une lumière très douce, très modelée. Donc voilà, avec une boîte à lumière. Je cherche le point de vue le plus illusionniste sur cet objet. Et le noir et blanc, évidemment, va contribuer à donner aussi l'illusion du vivant. Ceci dit, quand on voit les photographies, qui sont toujours des photographies en grande dimension, de loin, on a l'impression d'avoir la sensation de voir une vraie personne. On se dit, ah oui, tiens, une belle jeune femme, ok, très bien. Et puis quand on s'approche, on se rend compte que tout est faux, que les yeux sont peints, que les sourcils sont peints, que tout est trop parfait, que les ombres sont trop symétriques. Il y a quelque chose de l'ordre du faux qui remonte à la surface. Et tout d'un coup, à cette époque, va émerger dans mon travail l'idée du stéréotype, puisque la mannequin, c'est quoi? C'est l'espèce de choséification en un objet du stéréotype en vigueur à l'époque. Donc, en l'occurrence, ici, ce sont des beautés WASP, hein, on pourrait dire, qui définissent un stéréotype. Sauf que mon travail va essayer de décomposer ce stéréotype avec la photographie et la manière dont je vais photographier ces objets. C'est ce que je fais d'ailleurs ici, 1 an après, avec les sosies de Michael Jackson, puisqu'on peut dire d'une certaine manière que Michael Jackson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu mimer le stéréotype de la beauté blanche, hein. Donc il s'est blanchi la peau, il s'est raidi les cheveux, il s'est étroitisé le nez, etc., etc. Et mes photographies vont montrer ça, vont montrer finalement des gens qui miment les transformations qu'a opéré Michael Jackson sur lui-même, et donc vont lui ressembler, puisque Michael Jackson a créé un personnage de toute pièce, en quelque sorte. On pourrait dire que Michael Jackson est déjà un sosie de lui-même. Donc finalement, ce que montre cette série, c'est des gueules cassées, on pourrait dire, parce que j'ai choisi des sosies qui n'ont pas fait de chirurgie esthétique, donc qui sont bricolées en quelque sorte avec du scotch, avec du maquillage, et ça se voit. Ça se voit parce que l'image est très définie. Alors ça ne se voit pas ici malheureusement, parce que la projection n'est pas assez définie, mais quand vous regardez les images, les tirages, de par la netteté de la photographie, cet aspect chirurgical de la photographie apparaît et le bricolage apparaît et devient expressif justement dans l'image. Donc après Michael Jackson, les masques, très logiquement, hein, Michael Jackson étant déjà une forme de masque, je photographie des masques
qui ont aussi en fait la qualité d'être très bien faits et qui finalement sont un petit peu comme des visages vides. On a presque l'impression qu'ils ont envie de s'incarner, un peu comme un Pinocchio ou quelque chose comme ça. Et je retrouve un petit peu mes obsessions entre l'objet, le vivant, l'illusion de la vie, toutes ces choses qui sont des choses autour desquelles je tourne avec mes sujets. Alors en 2006, je fais des photos en couleur pour la première fois dans mon parcours. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup apparaît Photoshop et que cet outil tout d'un coup va me permettre d'avoir la même liberté d'interprétation avec la couleur que celle que j'avais auparavant avec le noir et blanc. Parce qu'avec un négatif noir et blanc, on peut faire 1000 tirages différents. Avec Photoshop, tout d'un coup, tout devient possible. On peut désaturer à l'infini une image, on peut saturer, on peut transformer les couleurs, on peut quasiment tout faire. Donc tout d'un coup, je m'empare de la couleur grâce à cet outil et je fais à nouveau des portraits de mannequins, mais cette fois-ci des mannequins bien vivants, des mannequins d'agence. Dans la série, il y a 6 filles et 6 garçons. Et la couleur, comme vous le voyez, est équivalente dans toutes les images, ce qui n'était pas le cas à la prise de vue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désaturé les peaux, de manière à avoir le même ton de peau sur tous les portraits. Et j'ai concentré les touches chromatiques sur les yeux et la bouche, et avec des légères irisations au niveau de la teinte des cheveux. Comme vous le voyez, la lumière est également très différente. C'est une lumière qui n'est plus du tout douce, elle est très ponctuelle. Elle découpe le sujet avec des ombres portées très très fortes. C'est comme un rayon de soleil qui vient taper en direct le visage. Donc il n'y a pas de diffuseur, c'est un flash en direct, sans diffuseur, voilà. Ce qui fait que finalement, ça va enlever complètement le modelé du corps et des visages et qui va contribuer en fait à provoquer un effet d'irréalité dans l'image. Et ça c'est important parce qu'il y a la physionomie de mes sujets qui est excessive, hein, il y a une espèce de beauté excessive et de physionomie hors du commun, mais la lumière et la chromie va aussi contribuer à cet effet d'irréalité dans l'image. Alors cette artificialité, je vais aussi la chercher dans la rue à nouveau et je vais photographier des jeunes métisses qui donc se constituent des personnages avec des cheveux qui sont tissés sur leurs vrais cheveux, donc des cheveux en plastique, des lentilles de contact de couleur claire de manière à avoir des yeux clairs. Donc finalement, elles aussi, elles sont dans un effet de mimétisme de la beauté blanche. Donc on retrouve ce qu'on trouvait déjà chez Michael Jackson, à la seule différence qu'elles sont, elles, très jolies, très séduisantes, en couleur, même presque monochrome, hein. Elles sont toutes violettes, toutes roses, toutes bleues, toutes jaunes. Et finalement, ce qui est important, c'est que si on les compare aux premières femmes noires que j'ai photographiées en 2001, là on est en 2006, eh bien elles sont presque moins vivantes que les femmes noires que j'ai photographiées quelques années avant. Et c'est lié à l'utilisation, dans mon travail évidemment, de la couleur. À la même époque, je photographie des corbeilles de fruits, puisque dans mon travail, il y a toujours un va-et-vient entre le portrait et les objets. Ce sont des vrais fruits, mais qu'on commande sur Internet. On ne choisit pas. Ce sont des modèles de corbeilles qu'on commande sur Internet, sur un site, et qu'on reçoit le lendemain matin. Donc là encore, je ne fais pas moi-même les corbeilles. C'est un produit semi-industriel. Ce sont des vrais fruits, mais je les photographie de manière à les électriser, à les rendre plus plastiques et à vouloir en donner un aspect comme ça, presque entre le réel et l'artificiel. Je photographie en 2007 une danseuse du Lido. Donc c'est la même danseuse que je photographie dans des costumes différents. Donc il y a un effet comme ça de duplication du même personnage dans la série. Là encore, qui est sans doute significatif des évolutions de la photographie pour moi,
à savoir cette espèce de révolution numérique qui pour moi a été vraiment une révolution et avec laquelle je devais faire quelque chose. Ça devait devenir quelque chose, je ne pouvais pas l'ignorer. Pourquoi je ne pouvais pas l'ignorer? Parce que j'ai toujours été très proche de mon médium, de mon outil, et que, étant très proche de mon outil, je devais en suivre les évolutions et me les approprier. Dès le départ, j'avais envisagé la photographie de manière non documentaire, non réaliste, détachée de son sujet en quelque sorte par un effet de très grande distanciation. Et donc finalement, le numérique allait dans le sens de mon travail et non pas à contrario de ma manière de photographier les choses. Donc ici, ma première surimpression. Donc je photographie des jeunes filles en studio que je stylise en mise de beauté, je leur mets des petites couronnes, je les coiffe, je les maquille. Ce sont des mannequins d'agence. Et en post-production, je superpose plusieurs vues très légèrement décalées de la même jeune fille. D'une part, et d'autre part, j'enlève toutes les couleurs qui sont les couleurs réelles de la photographie, donc la couleur de la peau, la couleur du maquillage, des cheveux, au profit d'un monochrome, ou plus exactement d'une sorte de bichromie. Alors évidemment, en faisant ça, on peut dire que je retire la vie de mon modèle, encore une fois, puisque je retire les informations et la texture liées au rendu du vivant de ce visage, au profit de l'image, sachant que ces jeunes filles sont déjà des images, en tous les cas elles veulent devenir des images, mais la surimpression va provoquer ce léger tremblement du contour qui va redonner vie en quelque sorte à cette image. Mais redonner vie, tout est relatif parce que ce tremblement est très technologique. Donc tout ça est très ambigu, très ambivalent, et en tous les cas signifie une espèce de virtualisation du portrait à l'époque dans mon travail. Deuxième période de surimpression, avec deux images de nature très différentes, un bouquet que je photographie d'un côté et un portrait que je photographie de l'autre. Là encore, les mannequins sont stylisés de manière très forte. Je les stylise, comme vous le voyez, un petit peu à la manière d'une Simone de Beauvoir, hein, avec des coiffures typiques des années 50, un collier de perles, un maquillage très dessiné, ce qui provoque finalement, là encore, une espèce de pétrification de la vie. Hein, ça leur retire leur côté naturel, en tous les cas, leur côté vivant, leur côté naturel de jeune fille. Ça les transforme en icônes, mais d'un autre côté, les fleurs, qui sont des vraies fleurs, va pervertir cette espèce de tendance à vouloir les transformer en images de papier glacé, puisque les fleurs sont des vraies fleurs, et quand on voit les tirages, on perçoit cette espèce d'organicité de la fleur, et ce qui va redonner vie au modèle. Et finalement, ce qui va se passer, grâce à ça, c'est qu'il va y avoir une espèce de fusion entre ces jeunes filles qui éclosent et les fleurs qui éclosent. Alors là, on est en 2012. Cette image est très expressive. C'est un petit peu un portrait en creux du personnage qui habite ces lieux. C'est une collection, c'est très étrange. L'objectif que j'ai utilisé, où on voit, c'est un grand angle qui permet de voir toutes les faces de la pièce, le plafond, les murs, le sol, tous les objets qui occupent cette pièce. Et finalement, ça m'intéresse. Et donc je continue en cherchant d'autres personnes qui accumulent comme ça des objets chez eux, et des objets de même nature. Donc ici des jouets, ici principalement des livres. Ici, c'était un ancien brocanteur. Ça, c'est sa cuisine, et donc encombrée de multitudes d'objets. Alors, ça m'intéressait pourquoi? Parce que là encore, il y avait un effet d'absence, un effet de portrait des habitants de ces lieux, mais sans eux. Si vous voulez, le foisonnement des objets et des détails me permettait de faire une seule photographie, comme s'il y en avait 1000, quoi, par la profusion
des détails dans l'image. Donc là, c'était un collectionneur d'objets Marvel. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que j'ai solarisé les images en post-production, donc sous Photoshop avec des courbes inversées. Et cette solarisation, elle a un effet expressif, puisque comme vous le voyez, là il y a par exemple une fenêtre qui devrait être source de lumière, donc claire, donc blanche ou grise, enfin. Et avec la solarisation, elle devient noire. Ce qui fait que c'est très expressif dans l'image, puisque tout ce qui pourrait signifier une extériorité, eh bien finalement est bloqué, est bouché, et finalement on est enfermé dans ces lieux. C'est vraiment, ces lieux, c'est comme un tombeau égyptien, quoi. Hein, et c'est ce que c'est véritablement. C'est-à-dire que c'est des gens qui obsessionnellement accumulent les objets jusqu'à une espèce d'asphyxie, quoi. Alors, après les intérieurs photographiés chez les gens, je décide de faire moi-même des accumulations, donc dans mon atelier, avec une multitude d'objets en plastique que j'achète dans les différents bazars parisiens. J'achète également des toiles cirées. Je mets une toile cirée systématiquement sur une table et je constitue ces natures mortes, qui sont des natures mortes à la fois que je vais photographier au départ toujours en couleur, et certaines je vais les passer en noir et blanc, et d'autres je vais les travailler en couleur. Et si vous regardez bien, ce sont des compositions qui sont élaborées de manière très classique, en référence à la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Voilà, il y a des fleurs, tout ça est finalement relativement harmonieux dans la composition, sauf qu'il y a comme une sorte de trop-plein d'objets, et sauf que tous les objets sont en plastique. Il y a une espèce d'effet délétère de l'aspect de ces objets et aussi du trop-plein de la composition. Comme si on était un petit peu face à ces océans de plastique qui existent véritablement sur la planète. Ensuite, je reviens aux mannequins. Ce sont les mêmes mannequins de la marque Rutstein que j'ai photographiés en noir et blanc quelques années auparavant. Mais comme vous le voyez, ici, les mannequins ne font plus illusion. On voit un objet. On voit les petites jointures entre les bras, les mains, etc. Néanmoins, je les montre à la fois en tant qu'objet, mais en tant qu'objet qui quand même a un certain pouvoir, qui est celui du stéréotype, encore une fois. Puisqu'un stéréotype, c'est quoi? C'est un modèle que l'on admire et un modèle auquel on veut adhérer parce qu'il va nous donner une forme de pouvoir. Et ici, je vais les montrer en tant que stéréotype. Pourquoi? Parce que finalement, je vais lui superposer, comme vous le voyez, des motifs géométriques. Là, je reviens à des modèles d'agence que je portraiture avec des surimpressions de couvertures de comics américains. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la jeune fille est totalement étrangère à la narration du comics américain. Et donc, je vais les montrer sous un aspect très psychologique. Et la couverture va devenir comme une sorte de métaphore de ce qu'elle pense. Ensuite, les Painted Lady. Là, je vais prendre des mannequins d'agence, encore une fois. Je vais les maquiller avec une maquilleuse qui a ce style très pictural. Donc le maquillage ici est équivalent à la peinture. Donc les jeunes filles sont finalement comme des toiles vierges sur lesquelles je vais venir créer de toutes pièces un personnage avec la peinture, avec des perruques, avec des vêtements. Un petit peu comme si je créais un Frankenstein. Ce sont des créatures de laboratoire, en quelque sorte. Il y a un contraste entre l'inexpressivité des visages et l'expressivité de la peinture, qui est aussi le paradoxe qu'on retrouve toujours dans mon travail, entre cet aspect vivant, non vivant. La vie étant ici, puisqu'il n'y a plus un centimètre carré de vie, toute la peau est recouverte par le maquillage ou la peinture. La vie ici persiste au niveau des regards des jeunes filles. Les fonds sont constitués a posteriori avec Photoshop. Il n'y a pas de fond à la prise de vue, tout est fait en post-production, de manière à venir en correspondance avec les touches picturales du maquillage.
Alors la dernière série, qui est constituée de superpositions d'images que j'ai faites de vitrines, principalement à New York. Bon, la vitrine, c'est un sujet très photographique, puisque tous les photographes, un jour ou l'autre, ont photographié des vitrines, parce qu'il y a une espèce d'équivalence entre la vitrine et la photographie. On pourrait presque dire que la vitre qui sépare la rue de ce qu'il y a à l'intérieur de la vitrine, c'est un petit peu comme le dépoli de l'appareil photographique. Ici, je le choisis comme sujet, sauf que je travaille en superposition. Au départ, 2 images, une vitrine puis une autre, que je superpose de manière très prosaïque, très simple. Et puis ensuite, je vais balancer différentes images, les unes au-dessus des autres, mais à chaque fois en intervenant avec des courbes, des solarisations, une chromie sur le noir et blanc, qui va déjà venir faire des fusions entre les images, vous voyez. Dans mes images, il y a à peu près, sans vous mentir, il y a à peu près 1 millier de couches, 1 millier de courbes, les unes au-dessus des autres. Et si on change l'ordre des couches, tout s'écroule. Donc c'est vraiment comme des glacis de peinture, les uns au-dessus des autres. Donc il y a vraiment pour moi aujourd'hui une équivalence entre photographie et peinture, principalement grâce à cet outil Photoshop. Et c'est construit comme une peinture et c'est fabriqué comme une peinture. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonsoir. J'aurais aimé revenir sur un point qui me passionne particulièrement, c'est les relations que vous entretenez avec la peinture. Et vous avez parfaitement évoqué cela, ne serait-ce que dans la dernière série. Et pour moi, cette série que vous avez montrée là, donc les paniers de fruits, les corbeilles de fruits, elle avait été pensée en regard de Manet et du bouquet de pivoine. Est-ce exact ou parce que vous n'avez pas du tout abordé cela? Oui. Et si c'est exact, qu'est-ce qui finalement vous a séduit chez Manet? Oui, c'est parfaitement exact. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, j'avais peur d'être longue. Mais effectivement, Manet, c'est un peintre qui a été et qui est toujours très important pour moi, parce que dans la peinture de Manet, ce qu'on peut observer, c'est qu'il a cette manière de prendre le monde du côté silencieux, c'est-à-dire que chez lui, il y a une espèce de côté silencieux des sujets, un peu comme dans mon travail. Il y a un aspect absolument non narratif dans ses peintures, et évidemment, a fortiori dans ces natures mortes, mais je voudrais dire qu'il y a aussi une équivalence parfaite entre ces natures mortes et ces peintures où il montre des personnages. Toutes ces choses m'ont évidemment beaucoup été en parfaite résonance avec mes préoccupations. Alors je me compare pas du tout à Manet, c'est pas la question. Mais je pense qu'il était, lui, très en phase avec les grands changements de l'époque et qu'il a transmis ces bouleversements liés à l'avènement de l'ère industrielle à travers principalement des sujets féminins, les sujets féminins, qui étaient les principaux vecteurs dans sa peinture de cette étrangeté qu'il a montrée, enfin de cette transformation, de ce début de vacuité qui était déjà à l'œuvre à travers sa peinture. Et donc évidemment, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Bonjour. Est-ce que pour vous, le passage à Photoshop dans votre travail, ça a été une manière de se réapproprier le pastiche dans votre œuvre, dans la mesure où au début de vos projets, vous donniez de la vie aux objets qu'on considérait comme plutôt morts, et dans la deuxième partie de votre travail, vous aviez plutôt tendance à enlever de la vie aux objets qu'on voulait considérer vivants, comme la représentation de l'humain? Oui, en fait, c'est effectivement ce qui se passe quand Photoshop arrive dans mon travail, c'est que mes sujets vont devenir comme si c'était déjà des images, en fait. Comme si je photographiais des gens qui sont déjà des images. La danseuse du Lido, elle est fait image devant nous, sur la scène, la reine de beauté, etc., etc. Donc, mon travail, à partir de ce moment-là, va aller vers une forme d'appropriation, de collage, comme si je découpais, ce qui n'est pas le cas, comme si je découpais des mannequins dans des revues de mode, et puis que j'allais faire des collages avec d'autres choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, de l'appropriation de clichés.
Et mon travail va consister, encore une fois, à essayer d'en faire autre chose et de leur donner une profondeur psychologique qu'elles n'auraient pas forcément. Bon, on va te remercier. Merci à vous. Merci à vous tous.